Voilà, merci beaucoup. Alors, nous avons déjà notre invité dans nos murs. Avec lui, on va parler du Doha. Du Doha. Pourquoi la MOUCA est vraiment agitée par rapport à une probable signature d'un accord entre Kinshasa et M23. Nous recevons pour vous Monsieur Jean-Baptiste Kasekwa Mouindo, l'ancien député national. Bienvenue. Merci David. Voilà. Pourquoi la MOUCA n'est pas serein? La MOUCA devrait féliciter, devrait se réjouir d'une probable signature entre la FCM23 et Kinshasa, à Doha. La MOUCA, avec son président Martin Fayulu, partage le message que le compatriote Jean-Marie Kassamba a placé à l'entrée de notre chaîne de télévision ici. Que, quoi qu'il en coûte, le Congo, c'est notre cause. Et pour Martin Fayulu, le Congo est extrêmement à danger aujourd'hui dans son intégrité territoriale. Ces dangers se manifestent de deux façons. D'abord, Bunagana, Rutshuru, Goma, Bukavu, Walikale, Kamanyola, Lubero, toutes ces localités-là, ces villes, ces cités, ces territoires, certaines sont sous occupation depuis maintenant 4 ans. Si je considère Tchanzu, placé sous occupation depuis le 27 mars 2022, nous sommes aujourd'hui à 2025, eh bien, ces populations-là vivent un calvaire. Et Goma, Bukavu, occupé depuis janvier-février 2025, plus personne aujourd'hui ne parle de la résolution 2773, spécialement à ces points 2 et 4, portant respectivement sur le retrait de l'armée rwandaise de notre territoire et le retrait du M23 de Goma, de Bukavu et de leurs avirons. Plus personne de tous les sommets. De sorte que Bukavu, Goma risque aussi de totaliser les nombres d'années que Bunagana, Rutshuru, Kiwanja viennent de passer sous occupation, sous domination. Ça, c'est un aspect de la menace de balkanisation qui inquiète la MOUCA, qui inquiète Martin Fayulu et qui nous inquiète tous. Le deuxième aspect, c'est les perspectives d'accord de Doha et son contenu. Le draft remis par le médiateur, l'État du Qatar, aux deux parties, contient des dispositions extrêmement dangereuses. Et il est inquiétant que les Congolais ne soient informés du contenu de ces drafts que par des chaînes étrangères ou par Boulos. C'est maintenant Boulos qui nous informe, le 10 octobre, après sa rencontre avec Félix, qui dit qu'ils ont remis un dernier draft aux deux parties. Aux deux parties. Que ce draft contiendrait 9 axes, dont certains devraient exiger des changements au niveau de la Constitution. Changement. C'est le conseiller de Donald Trump, de l'État américain, qui nous informe par médias interposés, et ceux-là qui ont l'obligation d'informer les Congolais, ceux-là qui agissent au nom du peuple congolais, gardent étrangement silence. Alors, pour revenir aux dispositions dangereuses que nous retrouvons dans ce projet d'accord de Doha, il y a notamment 3 articles. Et la société civile du Sud Kivu ne cesse d'alerter. Peut-être que beaucoup de Congolais n'ont pas encore écouté ce message de la société civile ou n'ont pas encore lu ce draft, y compris des députés, y compris des membres du gouvernement.
Moi, je le draft entre mes mains. Le draft de la société civile. Non, Oui. le draft remis par l'État du Qatar aux deux parties. Allez-y. Et dans mes investigations, j'ai découvert auprès de quel cabinet de consultance l'État du Qatar a commandé ce texte. Et quel cabinet? C'est un cabinet néerlandais Néerlandais. qui soutient à plus de 120% la thèse du Rwanda. Et il n'est donc pas surprenant. Donc c'est grave, alors toutes les revendications rwandaises sont prises en compte. Mais allons-y. Ah oui. D'abord, article 8 de ce projet d'accord. Il est dit que l'on va créer une force spéciale intérimaire à laquelle on va donner un mandat temporaire de 5 ans, renouvelable si nécessaire. Si on renouvelle un mandat de 5 ans, c'est-à-dire ça peut faire 10 ans, ça peut faire 15 ans. Cette force spéciale sera composée jusqu'à 50% des combattants éligibles, des combattants du M23 éligibles à la réintégration, jusqu'à hauteur de 50%. Le reste des membres de cette force, dit ce projet d'accord, pourront être recrutés parmi les éléments de la police nationale congolaise et parmi les communautés dites locales habitant le nord et le sud Kivu. Et ça, c'est ce qui aurait été remis aux deux parties. Ce n'est pas que ça aurait été, c'est ce qui a été remis, c'est confirmé. Ça, c'est un texte authentique. Et le gouvernement ne l'a jamais démenti et Boulos l'a réaffirmé. Alors, le point 2 de cet article 11 dit que la force spéciale intérimaire sera la seule force de sécurité qui va opérer au nord et sud Kivu pendant ce mandat de 5 ans, renouvelable si nécessaire. Et bien plus, les membres de cette force spéciale intérimaire ne pourraient pas être affectés dans d'autres provinces de la RDC. Ils ne seront que là. Ils ne seront que là. C'est grave. C'est-à-dire, dans un même pays, nous avons deux armées. Les FARDC ne peuvent pas opérer là-bas. C'est la force spéciale intérimaire. En fait, on va convertir les M23 à force spéciale intérimaire et on lui accorde un mandat de 5 ans renouvelable si nécessaire. Mais, David, même les fameux accords de mixage, de brassage, que nous avons imputés à l'ancien président Joseph Kabila, n'avaient jamais été aussi dangereuses que ce projet d'accord qui a été remis et à l'administration, à la délégation de Félix et à la délégation du M23. Et ça, ce sont les États-Unis qui décident. C'est l'État du Qatar. Bien entendu, le Qatar agit à connivence avec les États-Unis. Et les États-Unis, nous le savons bien, ce sont les États-Unis qui ont monté la guerre du Rwanda. Ce sont les États-Unis qui financent en fait le projet, n'est-ce pas, des guerres dans la sous-région du Grand Lac. Les livres, les ouvrages sont suffisamment documentés à ce sujet-là. Voilà les contenus de l'article 8 de ce projet d'accord. L'article 6 de ce même projet d'accord dit que on va accorder des documents d'identité et des documents de voyage aux résidents des deux provinces et en particulier aux membres des communautés vulnérables. Comment comprendre que dans un même pays, la RDC, on va octroyer des documents d'identité seulement aux résidents de la province du Nord Kivu et du Sud Kivu et spécialement aux membres des communautés dites vulnérables. Dans un même pays. Dans un même pays. Sur base de quels critères on va identifier quelles sont les communautés vulnérables? Sur le plan de leur démographie, ce sont les Houndé, ce sont les Koumou, ce sont les Babembe. Quel est le critère de cette vulnérabilité pour qu'une communauté particulière de la RDC obtienne des documents d'identité dans une procédure qui ne concerne pas le reste des autres provinces et des autres citoyens? Nous savons que depuis longtemps, la société civile alerte sur des mouvements
des populations non identifiées, étrangères, qui sont déployées dans le Massissi, dans le Lubero Sud, dans d'autres provinces sous occupation. Est-ce qu'on ne veut pas tendre un piège à la République pour nous contraindre à l'octroi non contrôlé des documents d'identité à des personnes non autrement identifiées? Troisième article inquiétant, l'article 11 prévoit que dans les deux provinces sous occupation du M23, des élections y sont organisées en 2027. Alors que nous savons... Quelle élection? Élection présidentielle? Des élections des autorités provinciales, des autorités locales. Alors que, conformément à la Constitution, les élections sont prévues sur l'Assemblée de la République en 2028. Cela veut dire que Doha veut introduire deux cycles électoraux différents au sein d'un même pays. Alors, si vous consignez les trois éléments, une armée propre à ces deux provinces, un cycle électoral propre à ces deux provinces, et vous y ajoutez des documents d'identité particulière délivrés à ces populations. Vous y ajoutez le fait que la FCM 23 pose de plus en plus des actes qui reflètent une certaine autonomie étatique des attributs de l'État. La FCM 23 a publié que même les étrangers qui devraient se rendre dans ces entités-là, il faut un visa. Il faut avoir un visa. Mais ne soyons pas aveugles. Raison pour laquelle SID Lamuka a lancé cette campagne de sensibilisation. Parce que les SID observent un comportement contradictoire dans les chefs de beaucoup de Congolais. Ils sont contre la balkanisation. Mais en même temps, ils sont prêts à soutenir, par fanatisme, un gouvernement qui, en même temps, signe des actes de matérialisation de la balkanisation. Raison pour laquelle, dans notre campagne de sensibilisation de la population, nous insistons sur certains articles clés de la Constitution, notamment l'article 63 de la Constitution. L'alinéa premier dit que tout Congolais a le droit et le devoir sacré, la Constitution ajoute sacré, de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Nous avons lu dans les rapports des experts des Nations Unies, rendus publics il n'y a pas longtemps, le 2 juillet de cette année, c'est-à-dire un mois avant que le draft de Doha ne soit remis au parti. Les experts ont dit, l'annexe 25.6, que l'objectif du Rwanda en lançant cette guerre consistait à neutraliser les FARDC et ensuite imposer des négociations au cours desquelles Kagame va se présenter en homme de paix et il va poser des conditions au gouvernement congolais, des conditions comme préalables à la restauration de l'autorité de l'État. Mais que, en fait, disent les experts, l'objectif c'est de faire de cette partie de la République un État à part, parce que, disent les experts, Kagame estime que le Nord Kivu et le Sud Kivu étaient une partie de l'ancienne colonie rwandaise qui aurait été ravie du Rwanda et qu'il est donc temps de récupérer cette partie. Et que donc, une fois les FARDC neutralisés, le Rwanda va s'engager dans un travail de lobbying auprès des Nations Unies pour convaincre la communauté internationale que cette partie de notre pays doit devenir un État à part. Et si on accepte que Félix signe cet accord de Doha avec toutes ces dispositions, eh bien, nous sommes en train d'accomplir l'agenda du Rwanda et, selon l'alinéa 2 de l'article 63, toute autorité nationale, provinciale, locale et coutumière a le devoir de sauvegarder l'unité de la République et l'intégrité de son territoire sous peine de haute trahison.
si Félix signe cet accord avec toutes ces clauses dangereuses, suicidaires contre l'intégrité territoriale, il se sera rendu coupable de haute trahison. Donc Doha, c'est un danger. Raison pour laquelle Martin Fayoulou et les CID nous insistons. Nous devons tout faire pour que Doha se limite simplement à un accord portant sur les modalités de mise en œuvre du cessez-le-feu. La guerre doit s'arrêter. Nous ne sommes plus d'accord que le sang des Congolais soit versé. On a tué plus de 9000 personnes à Goma. Nous ne voulons plus assister à ces carnages demain à Kindu, à Uvira, à Butembo, à Kisangani. Trop c'est trop, il n'y a pas de raison qu'on s'amuse à verser le sang des Congolais. Et donc, Doha doit se limiter dans son accord à définir les modalités du respect de l'effectivité d'un cessez-le-feu entre les belligérants. Doha doit également se limiter aux modalités de mise en application de la résolution 2773. Les causes profondes du conflit doivent être débattues entre tous les Congolais en dialogue national inclusif. Il n'est donc pas question, nous ne pouvons pas accepter que deux parties se réunissent à Doha et prétendent vouloir signer ce qu'ils appellent un accord global inclusif qui trouve des réponses aux causes profondes du conflit. En tout cas, pour les idées, cet accord ne va pas nous engager. Surtout que l'article 214 de la Constitution nous donne raison et dispose que ni l'accord, alinéa 2, 214, ni la cession, ni l'échange, ni l'adjonction de territoire n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie de référendum. Donc que nos amis du M23 ne se laissent pas duper non plus. Que Félix signe à leur faveur un accord pour qu'ils gardent l'autonomie, les contrôles du Nord et Sud Kivu pendant 5 ans renouvelables et qu'ils se prévalent de cet accord. Pour nous, cet accord sera sans valeur. C'est comme deux personnes sans mandat se mettent d'accord pour... Mais eux, ils ont les armes, non? Ils ont les armes. Peut-être c'est le fait d'avoir les armes qui leur donne un peu cette garantie. Comment vous allez faire? Ils ont les armes, mais moralement, les Congolais sont déterminés à ne jamais laisser l'intégrité territoriale de leur pays être bradée. La guerre pour la défense du territoire national, c'est une guerre sacrée. Ce matin, j'ai pensé à... Dans la Bible, moi j'ai lu beaucoup la Bible, Akab a envié un chat appartenant à Naboth. Et il est allé même jusqu'à tuer Naboth. Mais j'ai salué le fait que par le prophète Élie, Dieu a infligé des sanctions terribles. Et à Jézabel, l'épouse à Akab, et à Akab lui-même. Le Rwanda envie aujourd'hui le Nord Kivu, et peu comme Akab a envié les chats de Naboth. L'Ouganda envie également l'Ituri, la province orientale. Mais pour la cause de notre territoire, ils sont nombreux des Congolais qui sont prêts à mourir comme Naboth. Donc, que nos amis du M23 ne se trompent pas en pensant qu'ils sont les seuls à détenir les armes. La seule arme dont dispose un peuple, disait Feu Étienne Tshisekedi, c'est la mobilisation nationale. Au fur et à mesure que les idées va continuer à sensibiliser les Congolais, ils sont nombreux qui vont s'élever. Et ils s'élèvent déjà, ça et là. Ils ne vont pas accepter qu'un seul mètre carré de notre territoire soit bradé. Figure-toi, David, si nous laissons Félix et M23 signer un accord si suicidaire contre l'intégrité territoriale, comment va réagir l'Ouganda? L'Ouganda va dire... Avec Anituri aussi. Là. Anituri. L'Ouganda va dire, mais... Bissonde Bazoba. J'ai rencontré un Congolais qui revenait de Kampala. Qu'un chauffeur de taxi moto qui l'amenait quelque part, nous lui dit, mais nous ne savions pas que les Congolais étaient si naïfs pour laisser le Rwanda lui prendre tout ce territoire. Nous ne le savions pas, nous aurions été le premier
à prendre l'Ituri et la province orientale. Donc, si d'autres peuples voient que nous sommes si naïfs jusqu'à laisser Tshisekedi et l'M23 signer pareil accord, le Rwanda gère et prend sous son contrôle le nord et sud Kivu pendant tout ce temps-là, l'Ouganda va aussi dire, je pousse un mouvement sous sa création et il réclame que le même accord lui soit favorable, lui soit signé sur l'Ituri, le Bas-Ouélé, le Haut-Ouélé, la province orientale. L'Angola peut aussi se réveiller demain et dire, ah, je prends le contrôle de Lufu je prends tout Congo jusqu'à Kenge et je réclame que l'on me signe aussi un accord de gestion d'exploitation de ce territoire pendant 5 ans. Les Rwandais vont surgir par la République centrafricaine et dire, bon, nous prenons Gemena, Guatolite et nous exigeons aussi qu'on nous signe un accord. Donc, Félix nous entraîne sur un chemin très très dangereux. Je sais personnellement, j'essaie de m'imaginer que probablement qu'il est sous la pression des États-Unis. Parce que les Américains aussi veulent aussi que les choses aillent vite avant le 13 novembre de cette année. Et est-ce que le Congo ou les Congolais vont-ils s'émanciper de cette pression? Unis, nous sommes imbattables. Raison pour laquelle les cités invitent Félix à adhérer à la démarche du pacte social proposé par les évêques pour que ensemble nous puissions construire la cohésion nationale, que nous puissions vider les questions qui nous divisent entre nous. La Bible dit, un royaume divisé ne peut pas survivre. La manière dont les élections de 2018 se sont passées, les élections de 2023, des actes que l'administration Félix continue à poser, divisent profondément la nation congolaise. Et en divisant la nation, Félix fait les jeux de l'ennemi. Mais si aujourd'hui il adhère à l'initiative du pacte, nous nous disons la vérité entre nous, Congolais. Nous nous réconcilions. Avec qui, cette fois-là? Toutes les parties prenantes. Même les Nanga aussi. Qu'ils viennent. Qu'ils viennent au dialogue. Nous allons voir si le M23 aura la capacité de dire qu'il voudrait réclamer d'avoir le contrôle du Nord et Sud Kivu pendant 5 ans renouvelables. Même à la conférence de Goma de janvier 2008, toutes les communautés du Sud Kivu et Nord Kivu étaient là. Les Tutsis ont présenté leurs griefs. Les Hutus ont parlé. Les Bashi, les Babembe, les Nyanga, les Houndé, les Nande. Toutes les communautés étaient là. C'était entre les deux provinces. Eh bien, les actes d'engagement qui sont sortis de cette conférence étaient de nature à répondre aux préoccupations des uns et des autres. Et on s'est rendu compte que la communauté Tutsi n'était pas la seule à avoir des préoccupations. La communauté Hutu a montré que depuis 1996 jusqu'à ce jour, elle est victime d'un génocide. Et elle a des revendications légitimes. La communauté Houndé a démontré pour le Nord Kivu combien de chefs coutumiers avaient été systématiquement décimés. La communauté Nande est pareille, au Sud Kivu pareil. Donc, deux groupes d'individus ne peuvent pas aller s'asseoir à Doha et prétendre signer des actes des accords par lesquels on prétend qu'on veut donner des documents d'identité à une communauté dite vulnérable, qu'on va laisser au M23, dont nous connaissons l'origine. Le rapport des experts des Nations Unies est clair. Le M23 a été fabriqué, monté, commandé par l'armée rwandaise. Et donc, si Félix signe pareil accord, pourquoi cela est une haute trahison? J'ai vu dans le dictionnaire, la haute trahison, c'est l'intention de placer la nation ou une partie de la nation sous la domination étrangère. Félix aura signé qu'il place tous ses compatriotes vivant au nord et sud Kivu sous la domination du Rwanda. Le Rwanda, dont nous connaissons les conséquences graves de sa présence sur notre territoire, plus de 6 millions de morts,
des femmes violées, plus de 25 millions de déplacés internes. Et tu es chef de l'État, tu pars à Doha, tu signes un accord que je laisse à cette armée-là, je lui donne un mandat temporaire de 5 ans renouvelable si nécessaire. C'est dans la haute trahison. Et si les Congolais vivant dans les autres provinces vont garder silence, ils seraient en train de manquer au devoir prévu à l'alinéa 1er de l'article 63, le devoir sacré de défendre l'intégrité territoriale, le devoir de solidarité vis-à-vis de ses compatriotes que Félix aura livrés entre les mains de l'occupant. Raison pour laquelle les idées lancent sa campagne pour alerter chaque Congolais que nous devons ramener notre frère Félix à la raison avant qu'il ne soit trop tard. Que tous, y compris ceux qui sont à Goma, allons au dialogue national inclusif. Vous avez des revendications, on en discute, on se dit la vérité, on se réconcilie, on fait la cohésion nationale. Mais ceux-là qui vont se montrer rebelles pour s'attacher à l'agenda du Rwanda, là, nous allons dire, ils sont des traîtres à la République. Mais tous ceux-là qui défendent l'intégrité territoriale, a dit Martin Fayoulou, nous allons former le camp de la patrie et ensemble, nous allons résister. Et Boulos maintenant dans tout ça, parce qu'on le voit ces derniers temps, très en mouvement, très en mouvement entre Kinshasa, Kigali, poussant certainement les deux parties à signer avant le 13 novembre. Nous ne sommes pas opposés à l'implication de Boulos et du Qatar. Et pourquoi d'abord avant le 13? Avant le 13, exemple, vous savez que Trump lui dit qu'il a déjà mis fin à cette guerre de 30 ans. Il revendique d'ailleurs qu'il soit donné son prix Nobel. Et donc, il veut matérialiser cette campagne-là par une rencontre, une poignée de main Félix Kagame autour de Trump, ce que nous lisons dans les médias. Mais cette publicité-là ne peut pas être une cause pour sacrifier l'unité nationale, l'intégrité territoriale. Nous saluons l'engagement des États-Unis et du Qatar, mais nous disons le Congo appartient d'abord aux Congolais. Le Congo n'est pas un bien sans maître. Que les États-Unis et le Qatar fassent pression au Rwanda, au M23, pression sur Tshisekedi, pour que tous les belligérants se limitent d'abord à un cessez-le-feu. Qui n'est toujours pas d'ailleurs accepté, qui n'est toujours pas respecté. Jusqu'à présent. Ça continue toujours malgré les cessez-le-feu. Ce qui se passe dans le Walungu, ce qui se passe dans le Massissi, à Pinga. Donc, la guerre sévit dans tous ces territoires-là. Et c'est chaque jour qu'il y a un bombardement, chaque jour qu'il y a des pertes à vie humaine. Chaque jour des pertes à vie humaine, pour quelle finalité? Donc tous sont de mauvaise foi. Il faut une forte pression de part et d'autre parce que de l'autre côté, Félix n'est pas gêné qu'on lui laisse s'appeler le roi soleil sur 24 provinces. Qu'importe que les populations du nord et sud Kivu restent sous domination étrangère, si un deal peut lui permettre qu'il reste là jusqu'en 2028 et glisser jusqu'à le plus longtemps possible, eh bien, les gens de l'Union sacrée ne sont pas forcément gênés par ça. Et c'est à nous de les bousculer, de faire pression. C'est l'une aussi des raisons de cette campagne, de dire nous ne pourrons pas accepter un schéma suicidaire comme celui-là. Non seulement le projet d'accord de Doha est dangereux, mais également la stratégie du statu quo dans laquelle Félix veut nous entraîner est une complicité de balkanisation. Ça arrange, Félix estime que ça l'arrange. Vous avez suivi quelques dire, tant qu'on ne nous aura pas ravi le Katanga, ils peuvent garder le reste de la République. Cela ne nous empêche pas de se nommer. Le Congo continue toujours à vivre malgré. Voilà des propos balkanisateurs que les Congolais ne devraient pas tolérer.
Il n'y a pas longtemps, on a suivi quelqu'un qui... Nous suivons la guerre à la télévision, la guerre à 2000 km. Donc, pour les caciques de l'Union sacrée, si Boulos et l'État du Qatar peuvent intervenir et obtenir un deal sorcier avec l'M23, que l'M23 reste au nord Kivu et sud Kivu, et qu'on les laisse, eux, patronner sur les 24 provinces restantes, eh bien, pour eux, il ne vont pas se gêner, ils sont prêts à signer n'importe quoi. Et ça, c'est une autre forme de balkanisation, comme je le disais tantôt. Bunagana, c'est depuis le 13 juin 2022, jusqu'à ce jour. Plus personne ne s'en préoccupe. Goma, c'est le 27 janvier de cette année. Plus personne, dans aucun sommet, on ne parle plus de la mise en application de la résolution 2773. Ce qui préoccupe Félix, c'est que les M23 n'avancent pas. Ils peuvent rester là, mais s'ils n'avancent plus pour menacer le Katanga, il ne va pas se gêner. Alors, il y a un téléspectateur qui nous écrit, il dit, si vous pouvez lire l'article 52, demandez à votre invité de lire l'article 52 quand il dit qu'il faut dialoguer avec les rebelles. Pourquoi dialoguer avec les rebelles? Mais nous disons, même en Israël, c'est M. Joël Béa, oui. Même en Israël, les Hamas discutent avec l'État d'Israël. Nous sommes dans une situation telle qu'aujourd'hui, Félix ne veut ni du dialogue et ne veut pas non plus faire la guerre. Donc il veut le statu quo. Il veut le statu quo. Que le mandat aille jusqu'à la fin. Ça, non seulement le statu quo, nous avons relevé comme citoyens du Nord Kivu que les villes étaient laissées entre les mains de l'ennemi avec des actes qui frisent la complicité. À Bunagana, on a laissé des armes à l'ennemi. À Rutshuru, on a laissé les armes à l'ennemi. À Rwindi, à Kibirizi, à Kikuku, à Kirumba, et puis à Goma, on a laissé des armes à l'ennemi, même des clés de contact dans les champs de combat. Nous n'avons jamais interrogé ceux qui nous gouvernent pourquoi ce genre de comportements se sont observés jusqu'à ce jour. Donc, Félix ne veut ni du dialogue et ne veut ni de la guerre. Depuis que Tchanzou est tombé le 27 mars 2022, aucune localité de la RTC n'a jamais été libérée. Raison pour laquelle nous disons allons au dialogue. Que toutes les parties qui se disent congolaises présentent leurs revendications. On est en train de négocier. Et c'est là le flou du langage dans lequel Félix entretient les Congolais. Depuis le 18 mars, il s'est rencontré avec Kagame à Doha. Le 23 mars, il s'est rencontré avec la délégation du M23. Le 19 août, ils ont signé la déclaration de Doha, le 19 juillet. Et dans la déclaration de Doha, ils se sont mis d'accord sur l'affaire des routes. Les négociations sont en cours. Le délégué de M. Félix, je crois, Nzita, est à Doha, en train de négocier avec les M23. Du côté des M23, c'est René Abandi. Donc, pour entretenir le flou, le mensonge vis-à-vis des Congolais, à Kinshasa, on dit, nous ne négocierons jamais avec ces gens-là. Nous nous disons, nous ne voulons plus être placés devant un fait accompli. De la même manière que nous avons été surpris que 14 mois durant, l'M23 était ici à Kinshasa. J'ai vu les documents signés par l'ancien vice-premier ministre de l'Intérieur, Gilbert Kakonde, le 12 février 2021. Une lettre adressée au chef de l'État dans laquelle il informe qu'une délégation du M23 a séjourné ici, qu'ils ont négocié et ils ont élaboré une feuille de route pour la reddition des 6000 éléments du M23 qui se déclarent prêts à soutenir la vision de Félix Tshisekedi. Et pour la mise en œuvre de cette feuille de route, Gilbert Kakonde demandait à la République 1 300 000 $. Félix Tshisekedi a dit que non, c'est Gilbert Kakonde qui a invité le M23 ici. Lui, il n'en savait rien. 14 mois durant. Nous ne voulons plus être mis devant un fait accompli comme la feuille de route de Kigali.
du 28 octobre 2019, les délégués de M. Félix ont signé sous la médiation de Kagame. Ils ont signé avec l'M23 ce qu'ils ont appelé la feuille de route de Kigali, dans laquelle ils ont convenu qu'ils octroient l'amnistie, l'intégration militaire et politique aux combattants du M23. Tous ces documents qui sont disponibles, moi j'en dispose, tous ces documents sont des preuves que depuis 2019 jusqu'à ce jour, Félix n'a jamais rompu le dialogue avec le M23. Il continue toujours. Il continue. Malgré qu'il dit qu'il ne négociera jamais avec le M23. Il ne doit donc pas continuer à flouer les Congolais pour dire on ne doit pas inviter ces gens-là au dialogue. Nous disons, au lieu de continuer des négociations en catimini pour signer des accords dangereux, mieux vaut inviter toutes les parties dans un dialogue transparent, dans un dialogue inclusif. Les cahiers de charges des uns et des autres seront présentés. Les forces vives de la nation, société civile, toutes les parties prenantes seront là, les évêques et autres seront là. Nous allons voir si ces gens-là auront le courage de réclamer qu'il leur soit accordé un mandat temporaire de 5 ans renouvelable pour gérer de manière exclusive le Nord et sur le Kivu. Et s'ils ont des revendications légitimes, eh bien, ce sera l'occasion de les écouter. Comme je disais tantôt, nous avons l'expérience de la conférence de Goma. Ils ont été confrontés à la vérité des autres communautés victimes des guerres du RCD, des guerres du CNTP, des différentes guerres d'agression. Et je suis de Goma, moi j'ai rencontré des Tutsis congolais qui se disent, en réalité, Kagame est en train de nous opposer aux autres communautés congolaises, alors que Kagame est là, non pas pour la cause des Tutsis congolais, mais pour ses propres intérêts. Kagame veut maintenir le contrôle de l'exploitation du coltan, de l'exploitation de l'or de Walungu, de tous les Sud Kivu. C'est ce qui l'intéresse. Les rapports des experts démontrent que à 2000, par exemple, l'armée rwandaise avait un revenu mensuel de 20 millions de dollars par mois, rien que de l'exploitation du coltan de Rubaya. Aujourd'hui, les mines de Rubaya sont sous leur contrôle. Ils veulent perpétuer ce contrôle le plus longtemps possible, non pas pour la cause des Tutsis, non pas pour la cause d'autres communautés, mais c'est pour son propre agenda. Et donc, si en dialogue national inclusif, toutes les parties ont droit à la parole, toute la vérité est portée à la connaissance de toute la nation, eh bien, nous aurons l'occasion de nous réconcilier, nous aurons l'occasion de bâtir un consensus et partir sur de nouvelles... Alors, ça ne risque pas de capoter si aujourd'hui le président, en dépit des pressions reçues de la part des États-Unis, on dit de signer. Mais il dit que je veux d'abord surseoir, le temps de revenir au niveau interne, organiser un dialogue interne. Vous ne voyez pas qu'au niveau international, ses partenaires ne vont plus faire confiance? Non. Il a la possibilité de dire, je ne dis pas non à Doha. Doha se limite aux modalités de cesser le feu. Et ça, les partenaires avaient déjà commencé à imposer des sanctions au Rwanda pour l'empêcher, n'est-ce pas, de poursuivre la guerre. Et donc, si Félix est de bonne foi et dit, je suis pour un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu accompagné de la tenue d'un dialogue national inclusif. Pour quelle raison? Parce que j'ai prêté serment de sauvegarder l'intégrité territoriale. Je ne peux pas signer des accords compromettants. Qu'il ait le courage de parler de ces accords, n'est-ce pas, à toute la nation. Pourquoi il garde le silence? Mouyaya, il est si éloquent. Pourquoi il est incapable de dire aux compatriotes, de dire, chers compatriotes, voici, le médiateur nous a remis tel draft, et pour cette raison-là, eh bien, nous disons que nous ne sommes pas d'accord avec lui. Donc,
la cause de la défense du territoire national est une cause soutenue même par Dieu lui-même. Les partenaires ne vont pas s'opposer à une démarche qui allie d'un côté le cessez-le-feu, de l'autre un dialogue national inclusif. Ce draft-là est de l'émanation rwandaise. Ce draft est de l'émanation de l'État du Qatar, oui, mais qui a confié le marché à un cabinet de consultance néerlandais, un cabinet dont le pacha vers la thèse du Rwanda est connu à plus de 120 degrés. Et ça, de la même manière que Félix trouve des reproches à la médiation des évêques et des pasteurs, il s'est opposé à la proposition de médiation de Thabo Mbeki. Je ne comprends pas pour quel intérêt il continue à garder silence lorsque le médiateur du Qatar propose des clauses suicidaires comme celle-ci. Ça, c'est suicidaire, c'est contre la nation. Mais comment nous pouvons accepter et garder silence devant pareil projet d'accord? C'est inacceptable. Inacceptable, raison pour laquelle les idées est en campagne de sensibilisation. Pour dire, chers amis, chers compatriotes, vous tous qui aimez le Congo, réveillez-vous. Ne soyez pas en train de dire d'un côté vous êtes contre la balkanisation, mais au même moment, vous soutenez, vous laissez Félix aller signer des actes qui matérialisent la balkanisation. Il est notre frère, nous ne sommes pas contre lui, mais il n'a pas mandat, aucun Congolais n'a le mandat de céder un seul mètre carré de notre pays. L'article 165 de la Constitution dit ceci, que le président, il y a haute trahison dans le chef du président de la République ou du Premier ministre, 166, 165, il y a haute trahison lorsque le président de la République a violé intentionnellement la Constitution, ou lorsque lui ou le Premier ministre sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de violations graves et caractérisées des droits de l'homme, des cessions d'une partie du territoire national. Et ici, le délégué de la RDC à Doha, il est porteur d'un mandat signé par Félix Tshisekedi. Si donc l'acte d'accord de Doha est signé avec ces mêmes clauses, eh bien, Félix se sera rendu auteur de cession d'une partie du territoire national, et la Constitution appelle ça haute trahison. Normalement, le procureur, près la cour contextuelle, aussitôt que cet accord serait signé dans ce terme-ci, il devrait saisir les deux chambres du Parlement pour que ces deux chambres lèvent les immunités de M. Félix et autorisent le déclenchement d'une procédure de poursuite. Voilà, Mais comme le Parlement congolais, il est ce qu'il est, je l'ai dénoncé la fois passée. Ceux qui signent ces accords, que ce soit à Doha, que ce soit à Washington, ceux qui négocient, ils ne sont ni ministres, ni députés. Ils ne sont donc pas interpellables devant l'Assemblée, devant le Sénat. Ils n'ont des comptes à rendre à personne. Ce sont les médias qui nous informent. C'est Boulos ou l'État du Qatar qui nous informe des décisions graves qui engagent notre avenir. Et ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Il y a, pour terminer, M. Thabo Apollinaire, il dit que le gouvernement a fait la guerre. La preuve, c'est que l'M23 n'avance plus. C'est que c'est déjà une avancée. Un autre qui est du Sud Kivu, je préfère ne pas citer son nom, pour le protéger. Alors, il est vrai que nous souffrons déjà avec cette rébellion dans l'Est, mais ça ne saurait pas cautionner ces propositions. Et par erreur, si le gouvernement congolais endosse ça, c'est une autre trahison. 5 ans, même une semaine avec une force spéciale d'M23, c'est trahir la mémoire de nos FARDC Wazalendo et de tous les résistants de cette rébellion et qui sont morts depuis 2019, particulièrement plus de 30 ans déjà. Que SID continue beaucoup plus sa démarche. Ça, c'est un téléspectateur. Il m'a dit de ne pas citer son nom. Il est au niveau de la zone occupée. Un autre qui dit, Monsieur Mouindo
les FARDC sont vent en poupe. La preuve, c'est que les M23 n'avancent plus, c'est qu'ils sont totalement coincés. L'expérience a montré que les cessez-le-feu que nous avons connus, je crois, nous sommes au 8e cessez-le-feu. 8e cessez-le-feu. Les cessez-le-feu ont toujours profité à l'ennemi. À chaque rupture de cessez-le-feu, nous avons perdu des territoires et c'est l'ennemi qui a avancé. Et donc, qu'il y ait un cessez-le-feu aujourd'hui, grâce à la médiation des États-Unis et du Qatar, nous ne pouvons pas dormir sur nos lauriers et penser que les menaces sont écartées. Au contraire, nous voyons chaque jour les M23 sanctionner les formations de ces recrues, 7000 par ici, 8000 ça et là. Paradoxalement, par exemple, pour revenir à la situation de Béni, depuis le mois d'avril, la jeunesse de Béni a demandé expressément au gouvernement d'ouvrir un centre de formation à Nialeki ou dans une autre partie de la République pour que ces jeunes soient formés à l'autodéfense locale pour protéger les populations contre les massacres des Altef. Ça n'a pas été fait. Notre gouvernement n'a jamais été capable, jusqu'à ce jour, de clôturer une seule session de formation des jeunes à l'autodéfense. Par contre, c'est l'ennemi qui renforce ces formations, qui sortent ces sessions. Voilà. Donc, nous ne pourrons pas prétendre que cette trêve ici marque la fin de la guerre. Par contre, nous devons capitaliser l'engagement de Doha, l'engagement des États-Unis, l'engagement des États africains pour nous conduire à un dialogue inclusif et cela le plus tôt possible. Parce que si demain, on laisse à nouveau ces gens-là endeuiller une ville comme Uvira, comme Butembo, comme Kindu ou Kisangani, c'est ce qu'ils sont en train de prévoir. Endeuiller la République, nous plonger dans une angoisse et dire à Félix, signer ces accords de Doha les yeux fermés, donner leur 5 ans renouvelables autant de fois pourvu qu'ils n'avancent plus. C'est ça la stratégie dans laquelle ils veulent nous placer. Nous nous disons, les médiateurs doivent imposer les respects de cessez-le-feu à toutes les parties. Nous allons au dialogue, nous parlons la vérité entre toutes les parties. Nous nous réconcilions, nous bâtissons la cohésion nationale et nous définissons l'avenir de notre pays. Merci beaucoup Jean-Baptiste Kassekwa d'avoir répondu à notre invitation de ce matin et à la grande satisfaction de tous nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent au niveau de Goma, au niveau de Bukavu. Ils étaient vraiment très, très branchés. Ils ont insisté à ce que Jean-Baptiste Kassekwa soit là pour éclairer l'opinion. Vous l'avez suivi, fidèles téléspectateurs. Il est là, l'un de vôtres, surtout ceux du Nord Kivu. Voilà. Chaque fois quand je le reçois, il continue beaucoup plus à insister. Nous voulons du Jean-Baptiste Kassekwa. Il est là. Vous l'avez eu. Merci à vous. Merci, voilà. M'avoir invité. Voilà. Alors, je vais terminer par cet anniversaire de Christian Bokaya. Christian Bokaya qui souhaite un heureux anniversaire à Guy Mafuta Kabongo. Guy Mafuta Kabongo. Que ce nouveau jour vous apporte joie, paix et succès dans vos entreprises et ravive surtout la flamme de votre passion pour le Congo que vous servez avec abnégation. Que les Très-Hauts veillent sur vous et vous donnent ce que votre cœur désire. Vivez heureux, Mounayala, de la part de Christian Bokaya. Voilà, Christian Bokaya souhaite joyeux anniversaire à Maître Guy Kabongo Mafuta, qui est député national, élu de Chikapa et dirigeant sportif. Merci fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. La grande édition du journal, c'est à 13h. Entre-temps, l'édition en langue nationale, c'est à 11h. Portez-vous très bien. Surtout, prenez soin de vous.